Un épisode à écouter en plein dry January pour comprendre ce que l'alcool dit de nous et ce qu'on peut faire sans lui. Ça donne une excuse. En plus, c'est une excuse cool puisque tout le monde considère ça comme très cool de se beurrer la gueule. Tu rates un rendez-vous parce que t'as pris une cuite. Tout le monde trouve ça hyper marrant. Tu rates un rendez-vous parce que t'as un TDAH. Et ouais, enfin ça va, tu le sais, donc tu t'organises. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Il y a des cerveaux qui carburent autrement. Des cerveaux qui n'ont pas un flux de dopamine bien réglé, mais une sécrétion erratique. Un peu comme un GPS qui perd le signal, qui recalcule sans cesse et qui rend le chemin plus chaotique que prévu. On appelle ça un TDAH, un trouble neurodéveloppemental. Ceux qui en souffrent sont 2 à 3 fois plus susceptibles de tomber dans une addiction, parce que l'alcool, par exemple, calme, canalise, régule artificiellement ce désordre intérieur. C'est ce qu'Olivia Moore a vécu. Diagnostiquée il y a seulement 3 ans, elle a passé une grande partie de sa vie à essayer de tenir le cadre, contrôler, cacher son agitation intérieure. Puis l'alcool est entré dans l'équation, d'abord comme un déguisement social, un vernis qui la rendait plus normale aux yeux des autres. Puis comme un piège lié à une relation un peu toxique, où l'ivresse servait de brouillard à la manipulation. Aujourd'hui, Olivia a arrêté. Elle interroge avec force ce que signifie vivre dans une société où l'alcool est la norme et où ne pas boire revient presque à trahir le pacte social, à refuser le jeu de la vulnérabilité imposée par l'ivresse. Elle, au contraire, a choisi d'explorer une autre forme de vulnérabilité, l'authenticité. Avec Olivia, nous allons parler TDAH, burn-out, dépendance, mais surtout de ce passage de la fuite à la vérité, de l'anesthésie à la lucidité. Bonjour Olivia. Salut Keren. Hello, je suis contente qu'on ait réussi à se rencontrer puisqu'on est un peu dans le même état de rendez-vous. C'est-à-dire qu'on peut se tromper d'endroit et d'heure et de le numéro. Absolument. Et voilà. Tout est possible. Ça m'a demandé énormément de concentration de me rendre sur la bonne place de Paris parce qu'on n'est pas passé loin que je sois à 600 mètres. Ouais, c'est ça. Moi, Madeleine Concorde, c'est compliqué pour moi. C'est ça. Pour moi, c'est la même chose. Alors moi, c'est Madeleine Saint-Augustin. Ah oui. C'est les deux, c'est mixé. Pour moi, c'est le même endroit. Enfin, pour moi, pour mon cerveau. Oui, bon, c'est toi aussi, hein, c'est ça le truc. Je demande à mes invités, pour commencer, leur définition de l'addiction. Est-ce que tu en as une qui te vient comme ça ? L'addiction, pour moi, c'est une distraction aliénante. Au sens où, pour moi, l'addiction, et je la vis encore appliquée à d'autres choses, parce que comme tout le monde, j'ai du mal à vivre avec mes émotions. Et donc, j'ai parfois envie de m'en distraire, ou consciemment ou inconsciemment. Et en même temps, je vois bien que si je me laisse aller, ça devient aliénant. C'est-à-dire que je n'ai presque plus le choix, ça devient un réflexe de chercher la distraction quand j'ai une émotion forte. Ah ouais. Donc j'appelle ça la distraction aliénante. Bah ouais, c'est parfait. Dans ce milieu-là, donc dans ton métier, j'en ai pas parlé dans l'introduction, et c'est parce que vraiment on est très axé sur le sujet. Disons que le divertissement, c'est ton métier aussi. Oui, à ceci près que je divertis les gens, mais je les divertis pas de leurs emmerdements. Au contraire, je les fais plonger dedans. Alors la tête la première. C'est vrai. Et je leur fais fouiller en leur montrant qu'en fait, ce qui faisait peur fait pas si peur que ça, qu'on peut en rigoler, et qu'il y a une porte de sortie en réalité. Mm-hmm. Je leur montre qu'il y a une porte de sortie. C'est pas la même chose. Distraction, divertissement. Et puis, il y a plusieurs sortes de divertissement. Il y a celui qui fait diversion avec soi-même. Exactement. Ouais. Tu dis avoir toujours été la bizarre. Déjà, ça veut dire quoi ? Parce que ça a toujours été très compliqué pour moi, les rapports sociaux. Vraiment. C'est très, très compliqué. Plus jeune, enfin enfant, j'arrivais à trouver les codes avec les adultes, mais avec les gens de mon âge, c'était très déstabilisant. Quand je bossais dans des bureaux, je me souviens que j'en étais rendue à observer comment faisaient les autres et ce qu'ils disaient. Et je me souviens, j'avais un collègue qui était très efficace comme ça, que tous ses patrons adoraient. Donc, je calais mon comportement sur le sien. Ah, comme les, je faisais comme les autistes aussi. Donc, il y a un trouble autistique. Alors, c'est possible. Écoute, je totalise pas mal d'initiales du DSM-5. Et je me suis dit, celle-là, je vais pas aller les chercher. Ça en fait 3 de plus et j'en ai déjà énormément. Donc, mon objectif n'est pas d'avoir toutes les consoles et toutes les voyelles du DSM-5. Mais qu'est-ce que tu as ? J'ai du stress post-traumatique. J'ai un trauma complexe. Donc j'ai un TDAH, par ailleurs je suis hypersensible, hypermotive évidemment, enfin plein de trucs quoi. Voilà. HPI aussi un petit peu. Peut-être. Celui-là non plus, j'ai pas été le chercher. J'ai pas trop envie d'aller chercher. HPI. Voilà, c'est ça. Et
le trauma complexe qu'on rappelle, c'est-à-dire c'est pas un trauma simple déjà. Bah non, c'est un trauma complexe, c'est un trauma qui a été généré par plusieurs occasions, en fait, par des Et répétitions. sur du temps. Sur un temps long. Ouais. En fait, moi, il est de deux ordres, mais concrètement, j'ai vécu des agressions sexuelles quand j'étais enfant. Ça a duré longtemps. J'en ai parlé, on m'a pas cru. Donc, on m'y a renvoyé. Donc, ça a quand même créé un truc un peu, un peu terrifiant et terrifié. Et par ailleurs, j'avais des parents qui étaient pas très, allez, on va dire, pas très dans leur assiette, quoi. Pas très mûrs, pas très mûrs, en fait. Des parents plutôt immatures, ce qui les a rendus, l'un comme l'autre, un peu toxiques, quoi. Ah ouais. Donc, ça a pas aidé. Donc, Ok. trauma complexe, Trauma en fait. Vraiment. qui sont plus difficiles à traiter, j'ai l'impression. Aujourd'hui, par exemple, le MDR traite bien le trauma simple. Oui. Et pas le trauma complexe. Non, le trauma complexe, c'est un truc qui est très ancré. En fait, c'est ce dont je parle parfois avec ma psychiatre. Je sens bien qu'on m'a bousillé l'amygdale. Pas celle qu'on enlève, hein, celle qui est dans le cerveau. Ouais. En fait, c'est une amygdale qui est en permanence en alerte orange. C'est-à-dire que... L'état d'hypervigilance. Ah oui, bien sûr, oui, carabine, vraiment. Du coup, je suis insomniaque. Ouais, j'allais te le dire. Tu vois, oui, bien sûr. Ah ouais, t'as tout, c'est Ouais, vrai. on a assez peu de sécurité intérieure dans cette personne. Je dis mais souvent, ce qui rend... je suis pas équipée pour la sécurité intérieure, moi. Ouais, mais t'es très équipée justement pour parler de tout ça Ouais. dans tes spectacles, dans Exactement. des vidéos très quotidiennes et hyper ancrées dans le quotidien, en fait. Oui. C'est-à-dire, coucou, j'ai Allez. un TDAH, donc je suis en bas de chez moi, j'ai pas le code, quoi. C'est ça. Ouais, oui, c'est ça. Moi, si je pars 15 jours en vacances, je me retrouve comme une poule devant un couteau avec le digicode. Je suis là, Bienvenue. Je sais pas du tout, qu'une idée de ce que c'est que ce code. Et je suis obligée d'appeler mes enfants en disant, c'est quoi le code déjà ? Ouais, bon, ça, pour moi, ça, c'est normal. Et c'est vrai que parfois, j'ai l'impression que tout le monde est comme ça. Et je me rends compte qu'en fait, non, les gens connaissent les codes. Les Moi, gens, ma non. carte bleue. Mais oui. Mon Dieu, tu sais combien de fois j'ai changé de carte bleue? Ma banquière me dit, t'as Ouais. le record. Ouais. Mais c'est pas parce que, bon, je la perds beaucoup, mais aussi. Ah bah Bon, moi, à là, j'ai l'époque perdu la aussi, mienne pendant les voilà. vacances et j'ai aucune idée de comment j'ai fait. Hein. C'est mystérieux. Et du coup, j'ose pas faire opposition parce que je sais que je vais la retrouver. Souvent, je Ouais. retrouve. Parce que je l'ai pas perdue, je l'ai Mais égarée, je l'ai crois- mis tu sais, ailleurs. sur les applis, ils ont fait des trucs pour les gens comme nous. On peut suspendre. Suspendre, il Voilà. faut. Et alors ça, suspendre, je me suis dit, tiens, ça prouve que je suis pas toute seule. Bah, déjà, ce podcast, tu vois, qui était d'utilité publique, on commence par une très bonne info. Mais en fait, quand tu n'utilises pas un truc longtemps, moi, c'est vraiment ça. Ou même quand je vois Oui. pas quelqu'un longtemps, je l'ai devant moi et je sais plus son prénom. Avec un TDAH, on te dit souvent, ce qui n'est pas devant tes yeux disparaît. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas devant tes yeux n'existe plus. plus. Donc, si je veux racheter un truc, par exemple, s'il faut absolument que je rachète quelque chose avant de rentrer chez moi, il faut absolument que je mette le truc qui manque, genre un truc de PQ, devant la porte. Et encore, c'est pas gagné que j'y pense, mais je peux mettre des rappels sur le téléphone et Ça tout sert ça. à rien. Non. Ouais. Mon Ce cerveau matin- n'est pas OK avec Ce ça. matin, j'avais un truc qui m'est venu. Ah oui, alors ça, faut que j'aille vite le noter. J'arrive devant ma feuille et là, je l'ai plus, donc je commence à noter tout le reste. Et en fait, j'ai une liste entière C'est ça. remplie sans la chose le pour truc de laquelle départ, absolument. Bon, c'est assez rassurant. Et donc, dans tes vidéos ne et sais tes pas. spectacles. Non, mais ce oui, je sais, il est génial parce qu'en fait, tu ne sais rien. Exactement. Mais je dis, en fait, c'est surtout, oui, je sais, c'est ce que je réponds quand on me fait des reproches. Oui. En fait, ouais, je suis à ce stade de ma vie où je connais, mais je suis très bien psychoéduquée, je connais très bien mon trouble, et je fais de mon mieux pour faire avec. Malheureusement, je suis au regret de vous annoncer que ça va pas changer. Donc, il va aussi falloir qu'on s'adapte un tout petit peu autour et que tout le monde fasse un peu preuve de compréhension et de vulnérabilité pour qu'on arrive à composer, parce que sinon, on va s'écharper. C'est très bien ce oui, je sais. C'est bon, oui, je sais. Oui, Et tu dis très bien, je fais ce que je peux et je peux très peu. Oui, je peux peu, exactement. Je peux peu. Alors, est-ce que le diagnostic, justement, de ce trouble de l'attention avec hyperactivité, c'est marrant parce que tu dis que tu as... Avec et sans, en fait, les deux un peu. oui, avec mais et c'est sans. toujours hyperactif, d'après ce que j'ai compris. en Oui, mais réalité. sauf que, bon, moi, je me reconnais pas avec le H, mais en même temps, comme toi, il y a ce truc-là de hyperactivité cérébrale, Mentale, mais ouais. hypoactivité physique. Physique. C'est-à-dire, je peux, C'est ça. dans ma tête moulinée, mais rester sur un Mais canapé c'est toute une la des journée. variantes. Ça, je me suis reconnue aussi. Ouais. Et c'est horrible parce qu'il y a une dichotomie énorme, parce que tu as envie de faire 1000 choses, tu as plein d'idées, tu as plein de désirs et tu as envie de sauver la planète, et en même temps, tu as envie juste de rien foutre. Oui, ton corps est pas OK avec Ouais, tout il est ça. pas OK. Est-ce que ce diagnostic, donc, est-ce qu'il a quand même un peu brouillé les cartes aussi? Non? Et est-ce qu'il a clarifié? Pour moi, il a clarifié, vraiment. Il m'a un peu déculpabilisée. En fait, j'en parle aussi pendant le spectacle. En fait, j'étais à la fois soulagée d'avoir une explication, et donc ça m'a déculpabilisée, et en même temps, quelque part, un peu vexée. Ah ouais. Ouais, vexée parce que je me suis dit, ah oui, donc je ferai pas mieux.
Et il faut quand même savoir qu'il y a quand même une énorme dichotomie entre qui je suis et ce que je voulais être, parce que moi, je voulais être une maman Cyrillus. Hein, donc, j'avais la gueule de l'emploi. Hein. Moi, je sais que j'ai une petite vibe J.K. Rowling, féministe blanche, tu vois. Et je m'étais dit, allons-y. Et non, pas du tout. C'est l'univers a décidé pour moi que c'était pas possible, et que d'ailleurs, et j'avais une autre réflexion par rapport au TDAH, c'est que en fait, je pense que l'univers a créé des êtres humains qui sont anticapitalistes par essence. Parce que s'il y a une caractéristique du TDAH, c'est que tu n'es pas régulier, et que le capitalisme, le système économique, hein, qu'on l'approuve ou pas, se nourrit de cette régularité, de cette prévisibilité. Et de cette efficacité. Ouais, mais ça, moi, je suis très efficace, mais sur des laps de temps extrêmement courts. Il n'y a pas de régularité. Il n'y a pas de régularité, et ça ne veut pas dire que je ne suis pas fiable, mais tu ne peux pas anticiper tous mes mouvements, c'est impossible, puisque moi-même, je ne peux pas les anticiper. Bien sûr. Donc, je considère qu'on est des cerveaux anticapitalistes, mais même malgré nous. Ouais, mais moi, ça me va très bien parce que comme on a un problème avec les chiffres, alors moi, c'est une évidence. Le chiffre, tu dis des trucs, mais c'était incroyable. J'étais là à me dire, mais c'est pas vrai. On me demande quel âge a mon fils, il faut que je pense à l'âge de mon neveu. Ouais. Il me dit, ah oui, il a 2 ans de plus, mais c'est tout le temps comme ça. Ou alors, quand on me demande en quelle année c'était que j'ai eu mon bac, mais je compte à reculons pendant des heures. Quoi. Moi aussi, je suis obligée de faire ça. Donc, il n'y a rien qui est dans ma tête, tout ce qui est chiffre. Donc, forcément, les dates sont pas ancrées chez moi. L'argent aussi. Et tu as une très bonne vidéo aussi, débloquer l'argent. Enfin, moi, de toute façon, je me retrouve. La plupart du temps, je me retrouve. J'ai l'impression, si je suis honnête, qu'il doit y avoir des degrés parce que je sens quand même que c'est moins difficile pour moi que pour toi. Eh bien, écoute, j'en suis ravie. Ouais. Je suis honnête, tu vois. Je me rends bien compte que, d'ailleurs, j'en parle jamais de mon TDAH. En vrai, j'ai été diagnostiquée l'année dernière et j'en fais pas un sujet dans le sens où je sens que c'est rigolo. T'arrives à gérer. Oui, voilà, c'est ça. Moi aussi, mais ça se voit. Ouais, mais c'est génial. Et puis, il y a un côté Bridget Jones plus que j'aime bien, moi. Je préfère ça. Clairement. Et puis, quand on est humoriste, c'est plus intéressant quand même que d'être maman Cyrillus. C'est vrai. Ça serait plus compliqué. Bah oui, mais bon. Voilà. Donc, moi, je sais que les personnes TDAH sont 2 à 3 fois plus exposées aux addictions. Ça a expliqué pour moi l'addiction aussi parce qu'il y a une procrastination évidente. Et la procrastination se fait avec les choses qui nous font en général un peu de mal. On ne fait pas ça en lisant du Camus, tu vois. Non. On va pas procrastiner en faisant de la philo. Ouais. Enfin, si, quoi que ça peut arriver, mais on procrastine en ouvrant le frigo, en allumant une clope, en buvant un verre. Bon. À quel moment l'alcool, en fait, a pris cette place chez toi ? Je sais que pendant longtemps, donc tu vas nous raconter ce moment où tu es plutôt la capitaine de soirée. Oui. Donc ça, c'est génial. Pendant très longtemps, tu ne bois pas du tout. Oui, absolument. Et j'ai même peur des gens qui boivent. Alors, il faut savoir aussi que j'ai une mère qui boit énormément, hein, donc qui se définirait pas comme alcoolique si elle entendait ce podcast. Ça la vexerait beaucoup, mais je considère que quand on tombe dans la vodka tous les jours en préparant le dîner, bon, on peut considérer que, voilà, et quand ça a un impact très clair sur le comportement, sur les agissements, sur les décisions, bon, on peut quand même parler d'alcoolisme et de dépendance. Ça me paraît très évident. Et donc, j'ai toujours eu peur, moi, des gens qui buvaient beaucoup. Jeune, j'avais peur de ces gens qui perdaient le contrôle. Je me souviens, j'ai failli filer des coups de tête dans des soirées, j'ai planqué des bouteilles d'alcool, enfin, voilà. Puis j'étais celle qui a ramassé le vomi. Enfin, vraiment, j'ai été plus que capitaine de soirée, j'étais la nurse de soirée. Et puis, après mon divorce, en fait, j'ai pas tout envoyé balader consciemment, mais il se trouve que j'ai rencontré cet homme qui m'a un peu mis le grappin dessus, et que clairement, si j'ai une forme d'addiction, et c'est un peu marrant quand on a un TDAH, c'est que j'ai aussi une addiction à l'attention qu'on me porte. Ce qui est normal dans le compte tenu de mon historique, hein, clairement. Dépendance affective, voilà. Énorme dépendance affective. Mais presque, inconsciente, qui est devenue consciente petit à petit et sur laquelle je travaille encore. Et lui m'accordait effectivement beaucoup d'attention. Donc j'y suis allée tête baissée alors que je savais très bien qu'on ne se correspondait pas du tout. Et là, en fait, de le voir autant s'amuser, lâcher prise, et de voir à quel point c'était considéré comme un truc cool. Il buvait, c'est ça ? Ouais, vraiment beaucoup. Et encore, probablement, il buvait moins qu'avant que je le rencontre. Mais ça faisait qu'il avait quand même un foie en acier, quoi. Et c'était le type qui pouvait boire toute la nuit et être à 10h du matin à la salle de sport en train d'éliminer, entre guillemets, son alcool pendant 2 à 3 heures. Donc, c'est quelqu'un qui était organisé un peu comme ça. Donc, parce que, pour plein de raisons qui lui appartiennent. Mais donc, c'est vrai que à côté de lui, surtout, moi, je me suis pas rendu compte que je devenais dépendante de l'alcool parce qu'il buvait tellement que moi, j'avais l'impression de boire peu. C'est surtout ça le point. C'est-à-dire qu'à côté de lui, j'étais d'un raisonnable. C'est-à-dire, moi, j'étais lucide, en fait. J'ai un seul épisode où j'ai réalisé que j'avais perdu conscience en fait de ce qui s'était passé. Et encore, c'est un épisode qu'on m'a rappelé fort douloureusement d'ailleurs quelques mois après. C'est-à-dire, j'ai fait et dit des trucs, on me les a rapportés quelques mois après, et j'étais
catastrophée. J'étais dans une honte totale, en fait. Hein. Et ça a été très difficile à encaisser et en même temps une bonne leçon parce que je n'avais aucun souvenir de tout ça. Et que j'ai fait et dit des trucs que j'aurais pas fait sobre, hein, très clairement. Là, tu parles d'un homme, donc c'est lui avec qui tu t'es mariée et divorcée ? Non. Non, t'as divorcé d'abord. J'ai divorcé d'abord et j'ai rencontré. Et c'est à partir de là, t'as commencé à boire avec cet homme-là. Exactement. Est-ce qu'il y avait un côté pervers chez lui, on va dire, les gens qui donnent beaucoup d'attention aussi à celles qui en manquent. Souvent, c'est ces deux énergies qui s'attirent, évidemment. Ah bah oui, bien sûr. Je pense que c'est son... Lui a besoin de beaucoup d'attention. Aussi. C'est quelqu'un qui supporte pas d'être seul. Donc, et c'était un homme qui était un grand séducteur. Enfin, vraiment, le gars qui a couché avec la terre entière, hein, vraiment. Sans jugement de ma part, hein, c'était très intéressant d'en parler avec lui. C'est un fait. Oui, c'est un fait. Non, mais c'était intéressant parce que c'était un Casanova. C'était pas un Don Juan. C'est pas quelqu'un qui brise le cœur des gens par plaisir ni quoi que ce soit. C'était plutôt un homme, voilà, qui avait envie et besoin d'être sans arrêt entouré de tonnes de femmes, en fait, hein, de kilomètres de femmes, mais qui a toujours été un mec très sympa, très sociable. Et c'est même pas ce type désagréable avec les filles qui lui plaisent pas. Ouais. Pas du tout. Vraiment, dans une séduction à 100% du temps. Mais parce que lui-même a un énorme besoin d'attention. Donc c'est quelqu'un qui va t'envoyer 200 WhatsApp par jour, en réalité. Même pour moi, c'était beaucoup trop. Là, j'étais là, j'étouffe. Je passais ma vie à lui écrire « J'ai besoin de silence ». Très bien, ne me réponds pas. Mais en fait, si je ne répondais pas, j'en avais 80 à la fin de l'après-midi. Ça faisait beaucoup quand même. Oui. Ah, mais toi, t'as quel âge à ce moment-là ? Moi, j'ai 39 ans. Ok, d'accord. Voilà. Donc, et ouais, c'est. Mais bon, voilà, je me dis après tout, il est comme ça. Puis c'est une relation qui est sympa, qui est légère. C'est quelqu'un qui aime beaucoup sortir, qui aime voyager. C'est très libérateur. Je veux dire, pour moi, qui à 25 ans me suis retrouvée belle-mère de 2 enfants, qui étaient parce que j'étais la personne que j'ai épousée était père de 2 enfants, il était en instance de divorce. Voilà, à 25 ans, moi, je me suis retrouvée au milieu d'une procédure de divorce qui était épouvantable, avec 2 enfants jeunes qui n'étaient pas les miens, mais dont je me sentais quand même la responsabilité. Et puis après ça... Puis tu as eu 2 enfants aussi. J'en ai eu 3, moi. Ouais. Donc, en gros, tu vois, j'ai été éducatrice de 5 personnes. Donc, voilà. Oui, ça faisait du bien, là. C'était de l'air, ça faisait du bien. Fait. C'était beaucoup d'air. Ouais. Puis mon ex-mari était hyper jaloux, hyper possessif. Enfin, tu vois, donc moi, j'avais vraiment besoin de respirer. Donc, toute cette atmosphère hyper festive... je pense me donner une image différente de moi aussi, tu vois. J'avais une cousine qui me disait que quand j'ai rencontré la personne à qui je me suis mariée, il disait je parlais toujours de lui et les enfants. Tu vois, on me disait comment vas-tu et je répondais machin et les enfants vont très bien. Tu vois, donc si tu veux, j'avais vraiment besoin de m'émanciper aussi de cette image, tu vois, justement très maman Cyrillus, quoi. Et quand tu commences un peu donc à boire pour la première fois, parce que tu ne buvais pas avant, est-ce que, comme tu ne savais pas non plus que tu avais un trouble de l'attention, est-ce qu'à ce moment-là, vraiment, ça te fait du bien ? Tu sens vraiment... Ça me fait un bien fou, j'adore ça. Qu'est-ce qui se passe ? J'adore ça, parce que je sens cette légèreté, en fait. Et comme lui, en plus, c'était quelqu'un... Alors, pour le coup, moi, j'ai un trauma complexe, mais alors lui, il n'y a pas de mots pour son trauma à lui, donc ce qui expliquait beaucoup de choses, ce garçon à qui j'étais. Et c'était un apôtre de la légèreté. C'est-à-dire que lui, il avait décidé que non, on n'avait pas du tout la peine de travailler ça chez un psy, on ne va pas voir ses souffrances, donc on s'élève. Voilà, on va au-dessus. Donc lui, c'était l'apôtre. On s'en émancipe. Ça n'existe pas. La souffrance n'existe pas. Donc s'il faut la noyer sous 2 litres de vodka, on le fait, mais la souffrance n'existe pas. Donc ça m'a donné l'illusion de la légèreté. Je l'ai senti physiquement. Je veux dire, quand j'étais pas très bien, un peu anxieuse, voilà, le verre de champagne, que tu vois, ou le bon vin rouge que tu bois avec ton plat, et puis en fait, tu te tapes pratiquement la bouteille, quoi. Et ce sentiment de légèreté, d'un coup, tout s'apaise. Il y a un côté magique. Moi, j'ai ressenti une espèce de magie de tout ça. Et est-ce que dans le travail aussi, en fait, est-ce qu'il y avait vraiment un lien réel ? Est-ce que tu as pu consommer pour travailler, pour écrire ? Heureusement, j'ai pas fait ça, mais c'est vrai qu'un de mes points de repère, c'était que, comme j'écris beaucoup le fond de ce que j'ai envie de dire avant d'écrire les blagues, et que parfois, justement, c'est difficile d'alléger ton propos, surtout quand c'est un truc qui a vraiment beaucoup de sens et de poids pour toi, je me remettais dans l'état, je me disais, imagine que t'es bourré. Et maintenant, refais ce texte comme si t'étais bourré. Waouh, c'est génial comme idée. Il faut que je le fasse. Oui. Non, mais parce que en fait, si tu connectes avec la sensation, tout à coup, tu n'es plus dans ce truc très rationnel, très bien construit. Enfin, tu vois, tu peux shut down ton cortex préfrontal. Et donc, moi, mon truc, c'est de me dire, OK, maintenant, le même texte,
Si t'étais bourré, comment tu le dirais? Et tu as une capacité de concentration et d'efficacité dans le travail quand tu Là-dessus, commences à écrire. Ouais. Ah, ça, c'est bon, bah oui. Alors moi, est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce que toi aussi, tes enfants sont tous diagnostiqués, le mien Oui. aussi. Et je dis à mon fils que ça peut être une chance dans le sens où on se dirige quand même vers ce qui nous plaît parce que, en tout cas, on peut pas faire autrement. Absolument. Oui, c'est une vraie chance. C'est pour ça que j'encourage beaucoup mes enfants à aller vers ce qui leur plaît et pas vers ce qu'ils pensent qui va plaire aux autres. Parce qu'ils vont souffrir sinon. Exactement. Mais c'est difficile à discerner quand tu es jeune. Parce que justement, quand tu es jeune, ton premier besoin, c'est quand même celui de la reconnaissance et de la légitimité. Cette phase d'être capable d'aller vers où ton cœur te porte, ça demande en fait vachement de maturité émotionnelle. C'est pas un truc qui est inné parce que... Enfin, en réalité, c'est inné, mais ça a été beaucoup modifié par l'environnement. Exactement. Et que même si tes parents sont ouverts, même si tes parents sont ouverts, tu as aussi grandi en société. Exactement. Mais moi, j'ai l'impression que c'était inné en moi sans que je le sache. C'est-à-dire que j'ai fait tout ce que j'aimais pas, je l'ai mal fait. Et j'ai bifurqué. Tu vois, j'ai fait du droit, j'étais instite. Puis à chaque fois, je quittais. Je savais ce que j'aimais pas, en tout cas. Donc, je quittais jusqu'à, en fait, tu fais un entonnoir et t'arrives. Ah bah tiens, c'est bizarre, je suis chanteuse. Mais c'était très bizarre, la façon dont c'est arrivé, quoi. C'est comme si j'avais éliminé tout ce qui m'était insupportable, en fait. Déjà, d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. Ça, c'était pas possible. Ouais. Je te rejoins. Ouais, non, mais tu vois, c'est quand même quelque chose. Moi, c'est impossible. Donc, est-ce que, à l'inverse, l'alcool a pu masquer donc justement tes symptômes TDAH et du coup, tu les sentais moins? Ça a reculé en fait le diagnostic aussi? C'est une bonne question. Ou est-ce que ça les a aggravés? Moi, je pense que ça les a aggravés quand même. Hein. Ah ouais? Ouais, je pense que ça les a aggravés parce que se réveiller quand même un lendemain de grandes boissons avec un brouillard total. Alors que déjà, bon, bah, c'est pas bien clair quand je me réveille. Mais alors là, quand en plus il y a des symptômes physiques, moi, je dirais que ça l'a aggravé, ouais, clairement. Ça pouvait servir d'excuse de ce fait. Tu vois, oui, mais bon, c'est parce que j'ai beaucoup bu hier, donc je suis pas très. Ouais, mais c'est pas mal. Je suis pas très nette, tu vois. Mais donc ça donne une excuse. En plus, c'est une excuse cool puisque tout le monde considère ça comme très cool de se beurrer la gueule. C'est la meilleure excuse qui soit. Voilà. Alors ça, franchement, ça passe mieux que de dire j'ai le Covid, on te croit pas. Par contre, j'ai une gueule de bois, respect. Non, mais attends, c'est en fait, tu rates un rendez-vous parce que t'as pris une cuite et que voilà, t'arrives à l'expliquer de façon fun. Tout le monde trouve ça hyper marrant. Tu rates un rendez-vous parce que tu as un TDAH. On va dire, ouais, enfin, ça va, tu le sais, donc tu t'organises. Tu vois? C'est là. Mais enfin, c'est-à-dire que, en revanche, tout ce qui est non, on s'en fout. De ce qui est cerveau, on s'en fout. Très bien, ok. Incroyable. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que quand tu commences à boire, non seulement toi, bon, c'est vrai que tu te sens plus cool et tout, mais les autres te regardent d'une façon. Et donc toi, tu découvres aussi un regard différent sur toi. Puisque tu étais la bizarre, la meuf pas fun aussi. Et là, d'un coup, tout le monde, c'est quoi? Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'avant ça, on me voyait comme un TGV, enfin, tu vois, comme cette fille super efficace. T'es un acronyme sur pattes, toi. Businesswoman, oui, littéralement. Et tu vois, très business, très décidé, très efficace. C'est l'image que je donne, en fait. Mais probablement parce que je suis un peu speed, en réalité. Et oui, c'est vrai, j'ai un amour de la clarté. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que ça colle au mur. C'est aussi un truc que je suis en train de découvrir. Ça, la clarté ou de la vérité, en fait? La clarté. Ouais. C'est-à-dire, j'ai une capacité à discerner, à être très lucide et à nommer les choses. Ouais. Que j'ai toujours eu, qui est une obsession chez moi, mais c'est normal, en fait. Là, pour le coup, c'est plutôt la partie trauma complexe. C'est que quand tu as été beaucoup utilisé, ton obsession, c'est de savoir exactement qui tu as en face de toi et tu acquiers une compétence que les Américains appellent pattern recognition, qui est la capacité à analyser les processus des autres. C'est-à-dire, assez vite, tu prends du recul, tu fais « Attends, mais elle agit comme ça, donc il y a ça et ça et ça qui se met en place. Ok, donc ça, c'est un pattern, en fait. C'est pas juste un épisode. Et ça met les gens dans un état de panique. Et je comprends. Mais ça m'a donné, du coup, cette image, et je l'ai encore, de truc qui fonce, en fait, et qui n'a, de ce fait, aucune vulnérabilité. Et c'est vrai que je n'ai jamais exposé mes vulnérabilités non plus. Parce que c'était dangereux pour moi d'exposer une faiblesse ou une vulnérabilité. Je veux dire, quand j'étais vulnérable, c'est-à-dire quand j'étais enfant, j'ai été surutilisée. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux que maintenant, je te montre quoi que ce soit de vulnérable? Donc, je dirais que même inconsciemment, ça me venait même pas à l'idée, en fait, de parler de vulnérabilité, de parler de difficulté ou de... Tout allait bien, quoi. Ça roule. Ouais, c'est compliqué, mais ça roule. Et donc là, finalement... D'un coup, il découvre quelqu'un qui peut être vulnérable, qui peut pleurer, qui peut... Ouais. Non, mais parce qu'on pleure plus facilement quand on est bourré, non?
Oui, alors moi je deviens très tendre quand je suis bourrée. Ouais. Donc vraiment, mais en fait, ça se voit immédiatement. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu ma tête. Je me suis regardée déjà dans le miroir ou même j'ai vu des photos de moi bourrée. C'est impressionnant. Je change de visage. En fait, on dirait que tous les muscles de mon visage se disent repos. Et là, boum, tout se pète la gueule et mon regard devient totalement vaporeux. C'est-à-dire que là, j'ai un regard qui, en général, dont on me dit qu'il est assez intense et Totalement, concentré. je confirme. Bah, je peux te dire que dès que j'ai bu de l'alcool, il n'y a plus personne là-dedans. Vraiment, ça devient... c'est vitreux un peu, enfin tu vois, on dirait un poisson. Quoi. Et à l'intérieur aussi, à l'intérieur, c'est relativement vitreux, c'est très agréable. C'était très agréable, mais en fait, je veux pas être ça. Pas par désir de maîtrise, mais par fidélité à moi-même. Parce que justement, l'alcool m'a amené à faire et dire des choses que je voulais pas dire et à être quelqu'un que je ne veux pas être, en réalité. Donc oui, le lâcher-prise, c'est sympa. Mais je veux dire, quand tu te mets à faire des avances à un pote de ton mec devant ton mec, tu dis bah non. Ouais, c'est pas ça. Tu vois voilà, tout simplement parce que... Alors, lui avait cette phrase qui était la vérité est au fond du verre. In vino veritas. Ce avec quoi je peux être assez d'accord, le point, c'est que... Des inhibitions, c'est-à-dire on va dire les choses qu'on n'ose pas dire d'habitude. Oui, mais c'est surtout que potentiellement, en fait là, moi, j'ai eu cette situation très très honteuse, dont j'ai eu très honte, qu'on m'a rapportée donc plusieurs mois après, qui a été de faire des avances, entre guillemets, alors pas méchantes, hein, mais aux potes du garçon avec qui j'étais. Et donc, on me l'a rappelé puisque je ne m'en souvenais pas du tout. Et en fait, je sais très bien pourquoi je l'ai fait. C'est que j'avais vu que je lui plaisais à ce type. En fait, tu voulais de la clarté. Et en fait, non, mais c'est ça. Et en tu fait, voulais c'est juste qu'ils le disent, en fait. Ouais, et ça t'oblige, en fait, à des espèces de passages à l'acte. Enfin, ça te fait passer à l'acte, alors que sobre, tu ne l'aurais pas fait. Et ça ne veut pas dire que tu es plus vrai quand tu as bu. C'est pas la réalité, ça. Parce que la réalité de qui tu es, c'est autant les pensées qui te traversent, les émotions qui te traversent, que ce que tu choisis d'en faire. C'est ça le vrai toi. Bravo. Le vrai toi, c'est pas cette espèce de petite feuille ballottée par les événements, les émotions et les pensées. Non, mais c'est vrai, souvent on te dit, ouais, tu dis ce que tu penses quand t'es ivre. Et en fait, je te dis, mais c'est parfois, si on pense des choses, c'est peut-être parce qu'il faut pas les dire. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, on dirait tout. On penserait pas. Et puis, tout ce qu'on pense n'est pas formidable, et tout ce qu'on pense n'est pas adapté, et tout ce qu'on ressent n'est pas adapté, approprié à la situation. Enfin, et notre personnalité, c'est ce qu'on choisit de faire avec nos pensées et nos émotions. Tout à fait. C'est pas très bien dit. On n'est pas défini par nos pensées et nos émotions. Dieu merci. C'est extrêmement bien dit. Moi, je veux savoir comment on passe de la capitaine de soirée à cette personne-là qui finalement à la borracha. commence à être borracha, mais comme tout le monde, j'ai l'impression qu'il y a un moment, moi ça m'a coûté le Covid aussi pour une rechute. Ça m'a coûté une rechute, clairement. Ouais. J'étais sobre depuis 3 ans, tu vois. Et comme toi, les zooms, les apéros, les choses, finir le zoom apéro à 22h et être torché. C'est ça. Voilà. Torcher toute seule chez toi à 22h avec les enfants à qui tu n'as toujours pas fait à bouffer, moi ça m'a fait un petit choc. Tu t'étais séparée donc de ce mec-là? Non, j'étais toujours pendant le Covid et on était toujours ensemble, ouais. Et oui, non, mais c'est ça, enfin, les apéros Zoom, quoi. C'est ça, en fait, qui a été un déclencheur pour toi, déjà, de boire beaucoup plus? Non, ça avait démarré avant. Ça a démarré dès que j'ai été en couple avec lui. Ouais. Parce que c'était fun. C'était fun. Et puis, je voyais bien, dans le métier, je voyais très bien que j'avais une image beaucoup plus cool et sympa quand je disais que j'étais bourrée. Quand je disais, l'autre soir, que j'étais bourrée, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux pas boire dans une soirée, t'as presque plus intérêt à dire, ah non, j'ai tellement bu cette semaine-là, ce soir, je stoppe. Hein. Et ça m'arrive avec des gens dont je sais qu'ils ne peuvent pas comprendre cette histoire d'arrêt de l'alcool, je dis ça. Je mens. Ce qui est drôle, c'est que ce que j'ai entendu dans des interviews, c'est que le déclencheur, on va dire, c'est déjà de te rendre compte que t'es bourrée toute seule à 22h, voilà. Mais aussi une prise de poids. Ah oui, clairement. En fait, oui. Tu t'es dit, là, c'est pas normal, j'ai pris 8 kilos, c'est l'alcool. Alors, oui, mais ce qui m'a fait vraiment arrêter l'alcool est un truc tout à fait incident. C'est-à-dire que tant que j'ai pas arrêté, je savais pas que j'étais dépendante. Je ne savais pas que j'étais dépendante. Donc, ce qui s'est produit, c'est que je m'étais séparée de cette personne en juin. Et en janvier de l'année suivante, je partais en voyage, comme je fais tous les ans maintenant, 3 semaines toute seule. Wow. Et juste avant de partir, je fais une vidéo sur le Dry January. Voilà, on me dit, tiens, c'est le moment. Et puis je fais la vidéo et voilà, j'ai toujours un petit flic interne qui me dit, et donc, on donne des conseils aux autres? Est-ce qu'on a l'intention de se les appliquer éventuellement? Et voilà, parce que j'ai un petit gendarme interne qui ne me lâche pas. Et je me suis dit, oui, tiens,
bonne affaire, on va faire ça. Je vais pas boire pendant tout mon voyage. Et c'est quand je me suis rendu compte que j'étais en plein craving, je voyais les autres boire et j'avais envie, j'avais besoin, ça a commencé à m'angoisser, j'étais pas bien et heureusement, j'avais un truc en moi qui me disait alors ça non. Ça non, c'est-à-dire que vraiment mais c'est la même chose qui a fait que j'ai réussi à me séparer de lui, c'est qu'il y a un truc en moi qui est très orgueilleux. Et donc quand je me suis rendu compte que j'étais dépendante à l'alcool, j'ai fait alors ça il n'y en a pas de question en fait. C'est bien, il n'y a pas de question, c'est non. Et donc, c'est une espèce d'orgueil un peu moche. Oui, mais c'est de l'estime aussi de soi. C'est pas ma plus jolie personnalité, mais j'ai un truc d'orgueil. C'est-à-dire que, et ça m'arrive dans les rapports avec les gens, c'est-à-dire que si tu m'humilies trop, il y a quand même un moment où tout à coup, ça se retourne. Je suis pleine de bonne volonté jusqu'au moment où ça pouf. Et là, je fais alors ça, non. Et c'est ce qui s'est passé avec l'alcool. Et c'est ce qui m'a aidé à tenir, en fait. C'est l'orgueil. Mais c'est-à-dire que t'as arrêté vraiment? C'est-à-dire que tu ne bois plus une goutte? Ah bah là, je bois plus une goutte, non. Et depuis quand? Depuis ce voyage au Sri Lanka, je crois. Parce que le peu de fois où j'ai réessayé, c'était pas une idée de génie du tout. Oui, t'as quand même pas eu peur de réessayer parfois, de dire allez, pourquoi pas? Ouais, en me disant ça va aller. Et puis en fait, mon corps, lui, n'était pas d'accord du tout. Hein. Est-ce qu'on est d'accord parce que dans ce podcast, moi, je prône quand même pas mal la sobriété, moins que plus que la modération, quand on a un problème, bien sûr. Je trouve qu'une fois qu'on est devenu dépendant, en fait, une fois qu'on a appuyé sur ce bouton-là, en fait, ce bouton-là, il est inamovible, je sais pas comment dire. Enfin, c'est pas de retour en arrière pas possible. de retour possible, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas boire, ça va pas bien se passer. Non. Ouais, bon, on est d'accord. Ouais. Donc, puis vraiment, là, c'est mon corps qui refuse. Hein. Alors après, il se trouve que par ailleurs, maintenant, je suis sous antidépresseur et en plus, je prends de la Ritaline pour le TDAH. Donc vraiment, on va en parler. Il n'est pas du tout conseillé de mélanger. Hein. Il y a beaucoup de gens qui le font quand même, mais c'est vraiment une très mauvaise idée. Hein. On a tenté un demi-verre de cidre avec ce truc. Vraiment, quelle mauvaise idée. Jamais d'autres drogues? Non. Alors ça a été une chance, je pense. Ouais, parce que la cocaïne pour le TDAH, je pense qu'il y a beaucoup de personnes atteintes de ce trouble qui sont tombées dedans, je connais, parce que vraiment, il y a un vrai phénomène de concentration soudain et de hyper-focus qui fait du bien. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes après, quand tu as pu être apaisé par l'alcool et d'un coup, tu dois réarrêter ce produit? Comment ça se passe? Moi, je me suis vraiment repris toutes mes émotions, vraiment, mais bien, quoi. Enfin, en format 38 tonnes. Hein, vraiment, c'est le truc qui te roule dessus dès le matin au réveil et qui te laisse un petit peu tranquille pendant l'après-midi et qui revient le soir au moment de se coucher. Vraiment formidable, de l'hypervigilance, tout ça. Je ne connais plus la joie de s'endormir un peu bourré, donc ça, ça c'est fini malheureusement. Mais bon, je préfère en réalité. Et voilà, c'est pas grave, je trouve des trucs à faire la nuit. C'est vrai. Et puis ça m'oblige à travailler sur moi. En réalité, c'est toujours des couvertures, c'est toujours un mensonge. Donc, mais je comprends en même temps. Je peux pas blâmer les gens qui ont envie de se réfugier dans des substances qui les distraient, qui les éloignent d'eux-mêmes. Parfois, être soi, c'est horrible. Mais même parfois tout le temps. Et puis, je veux dire, il y a des gens qui n'auront pas besoin dans leur vie d'avoir accès à ce vrai soi. Moi, je pense qu'on a 1000 vies, donc je crois en plein de choses. Je me dis, il y a des vies de repos. Un peu, on est là pour se balader tranquille, laisse-moi tranquille. Je suis pas là pour chercher. Oui. Et c'est super. Moi, je pense, ton ex, là, j'ai une question. Parce que j'en connais beaucoup des gens comme ça. D'abord, tu en croisais pas mal. Non, mais des addicts qui sont pas addicts. Ils ont un tel contrôle et ils arrivent tellement à maîtriser leur vie que finalement, en fait, pour moi, l'addiction, c'est vraiment une perte de contrôle de ta vie aussi. Et ces gens-là, moi, j'en connais beaucoup. Et ils peuvent vivre toute une vie comme ça. Et attention, on dit oui, il va se prendre un retour de bâton un jour. Et des fois, jamais. Est-ce que c'est injuste? Mais est-ce que c'est le cas? J'ai une question. Moi, je trouve qu'il vit des retours de bâton, mais ils sont plus sociaux et relationnels. Enfin, tout ce que je lui avais prédit en le quittant est en train de lui arriver. Tu vois finalement, ça fonctionne pas alors. Mais ça fonctionne pas. Mais en fait, ça lui arrive, mais c'est pas lié à lui. Lui, il garde le contrôle, il suit sa route, sa vie est organisée telle qu'il le souhaite. En revanche, tu vois, toute la bande de potes un peu alcoolos et qui, eux, ne vont pas à la salle de sport après avoir pris une cuite, tout le monde est en train de casser sa pipe les uns après les autres et ça meurt vite. Hein. Les fêtards, ça meurt vite. Tous les gens qui sont un peu sains d'esprit ont tendance à s'éloigner de lui puisque, tu vois, il y a un moment, ça colle plus. Je pensais à Bref... Tu l'as vu la deuxième saison. Le pote qui à la fin en fait c'est un pote que ça. Tu t'es jamais posé la question pourquoi t'étais pote avec lui et puis en fait tu n'y arrives plus parce que ça y est quoi, c'est fini. Ça marche plus. Autour les gens avancent. Ouais. Enfin moi j'ai continué à avancer. Pas, quoi. Ouais.
Oui, mais parce que voilà, lui, il est ancré dans cette régularité-là, ça lui convient, mais à mes yeux, en tout cas, c'est au prix d'une solitude énorme. Ouais. Donc, est-ce que vraiment on a envie d'organiser sa vie comme façon, ça ? Bon, c'est un choix. Exactement, on n'est pas là. Pour moi, il y a toujours un prix. Juger, voilà. On essaye. On essaye. Comme tu le dis très bien, tu dis les gens qui boivent, ils disent on est comme ça, on juge pas, mais en fait, on boit des tonnes et on juge des tonnes. C'est pareil. Mais bien sûr. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. En fait, la légèreté que l'alcool apporte, moi, je vois ça comme plutôt de la superficialité. Oui. Et donc, en fait, les discussions sont extrêmement superficielle et souvent la superficialité c'est parler des autres et t'as vu que machin est fait ci, t'as vu que... Évidemment. Non mais c'est vrai hein. Ah bah ça permet de dober sur la terre entière avec beaucoup de compétences. Souvent, voilà. Exactement, souvent. Est-ce que t'as quand même l'impression d'avoir perdu quelque chose en arrêtant de boire ou que t'as tout gagné? Parce que je te dis ça parce qu'on va dire bah oui forcément j'ai perdu, moi j'ai l'impression d'avoir tout gagné. Donc est-ce que... Ah bah, j'ai perdu ce truc de légèreté instantanée, ça c'est évident. C'est à nouveau un... Mais tu peux la trouver sans. C'est à nouveau un effort de trouver de la légèreté. Si c'est un effort, c'est plus de la légèreté déjà. Voilà. Non, mais au sens où ça doit être une démarche consciente chez moi. Voilà. Mais je préfère ce chemin-là. Pas parce que j'aime me faire mal, mais parce que je sais qu'il est plus durable, parce que là, voilà, j'ai 49 ans, donc je suis à la bascule et que j'ai l'intention de vivre longtemps et heureuse. Longtemps. C'est quand même une belle... Ouais. Ah mais moi je trouve ça super. Enfin en vrai, j'adore vieillir. Moi je trouve ça super. C'est génial. Oh là là, on dit toujours qu'on n'a rien trouvé de mieux pour pas mourir. Oui. Oui, et puis je trouve ça chouette. Mais comme j'ai l'intention de vieillir en bonne santé physique et mentale, voilà. Et puis je sais qu'aujourd'hui j'ai les outils aussi pour être heureuse. Enfin, et puis de plus en plus, beaucoup de choses, exactement. En fait, sans l'alcool, tu es obligé d'aller chercher des outils. Ouais. Moi, c'est aussi un truc, je trouve que plus on avance, plus on va se prendre quand même des épreuves parfois, voilà, de moins en moins légères, on va dire. Bon, il y a les chagrins d'amour quand on est jeune qui sont pas légers en vrai, mais bon, la mort, voilà, des proches, de la famille, des choses comme ça, et puis l'inquiétude des enfants. Et puis ce corps qui essaye de se barrer en cacahuète. Dès que tu t'occupes pas d'un truc, pouf, ça s'en va. Enfin. Ouais. Genre hier en montant sur scène, j'ai quand même réussi à me faire un claquage au mollet. Qu'est-ce qui vient de se produire? Alors là, mais juste en montant, c'est-à-dire j'ai pas pu le dire en plus. Donc j'ai senti un truc, il a fait clic comme ça. Je fais aïe, bonsoir. Là tu joues en ce moment? Oui, je joue en ce moment, oui. Oh, je veux venir. Mais tu vas venir, je joue au Contrescarpe. Mais c'est merveilleux, mais je suis nulle. Pourtant j'ai épluché, j'ai tout épluché. À 19h au Contrescarpe jusqu'à fin décembre. Ah, merveilleux. Bah, alors on va y aller, ça c'est merveilleux. Est-ce que dans le monde de l'humour, du stand-up. Moi, j'ai l'impression que ça boit beaucoup moins quand j'entends les Paul Mirabel, les choses comme ça. J'ai l'impression que... Ils arrêtent de boire. Les jeunes ne boivent plus. Non, ils disent tous qu'ils arrêtent de boire. Mais enfin, j'en ai vu beaucoup boire beaucoup. Et pas que boire. Hein. Enfin, c'est un milieu dans lequel il y a quand même apparemment beaucoup de cocaïne. Alors moi, j'ai pas la tête à qui on en propose. Donc dans ce milieu-là, est-ce que tu te sens un peu genre... Je dis, moi, tant que je disais pas que je buvais, je sentais qu'on me voyait un peu comme la clean girl, quoi. Ah ouais. La clean girl, ça c'est le nouveau truc. Hein. Voilà, c'est le truc. Enfin, le concept n'existait pas à l'époque. Toi, tu connais bien ça, parce que moi je suis nulle. Parce que je te dis, parce que j'ai des enfants jeunes, voilà, et qui passent leur vie sur les réseaux sociaux, donc qui m'ont expliqué le concept de la clean girl. Et effectivement, et moi j'ai une image de clean girl. Je te dis, j'ai une petite vibe J.K. Rowling. Matcha latte. Voilà. Donc, tant qu'on a pensé que j'étais très sage, je n'étais pas initiée au secret du métier. Et quand on a réalisé que je n'étais pas du tout si sage que ça, là, oui, les conversations se sont ouvertes. Mais oui. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui prennent beaucoup de choses, Vraiment beaucoup de choses. Ok. Alors évidemment, en plus j'ai un côté très maternel, donc ça m'inquiète. Ouais. Donc je garde un œil sur les gens. Je dis, ça va? Comment tu te sens en ce moment? Ça va bien ou... Le lien est fait avec la question que je voulais te poser. C'est par rapport à tes enfants qui ont l'âge de boire. Enfin, pas les 3, les 2, je crois, ou peut-être. Oui, les 3, parce que la dernière va avoir 15 ans là. Ah oui, donc, voilà. Donc on est dedans. Là, donc là. Alors j'ai donné des conseils d'alcoolo. En fait, moi j'ai des enfants qui sont TDAH et qui sont qui ont un TDAH. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? C'est toi qui dis on n'est pas un TDAH. Oui, absolument. On ne l'est pas, on en possède un. Ouais. Enfin, c'est lui qui nous possède, mais peu importe. J'ai donné que des conseils d'alcooliques. C'est quoi alors ces conseils d'alcooliques? Les conseils d'alcooliques, c'est de dire, alors, en fait, le premier truc que j'ai dit, c'est, écoute, c'est ton corps, c'est tes décisions, et moi, je ne serai pas derrière toi en soirée, je ne vais pas contrôler ce que tu bois, avec qui. Si tu me dis il n'y a pas d'alcool à la soirée, en fait, ça n'a pas d'impact sur moi, puisque potentiellement, il y en aura, tu vois, donc c'est pas la peine en fait de me briefer ou débriefer là-dessus. Oui. Point. Épargne-toi cette peine. Deuxièmement, ne bois jamais à jeun, s'il te plaît. Mange. Et pourtant, avant. C'est leur trip, il paraît. Hein, oui. Faut faire attention à ça. C'est comme ça qu'ils se bourrent la gueule. Ouais. Le but, c'est vraiment d'être à jeun. Complètement. Oui, c'est d'être torché et donc que ça monte le plus vite possible le cerveau. Donc moi, j'ai dit, écoute, tu peux
avoir les sensations de l'alcool et les sensations amusantes de l'alcool sans partir tout de suite dans le délire extrême. Donc, mange avant. Pendant et Oui, après. c'est un peu ça, mais bon. Attends, parce que pendant, il faut aussi faire d'autres trucs. Je dis, si tu peux éviter de mélanger, c'est quand même mieux. C'est-à-dire, teste un alcool par soirée, mais essaye d'éviter de mélanger parce que sinon, je te jure, c'est des coups à se rendre malade. T'as l'impression que c'est Ta utile, enfin fini déjà. Très utile. Si tu peux boire un verre d'eau entre chaque verre d'alcool. Si t'as la flemme, 2 gorgées d'eau. Mais est-ce que leur but, c'est pas d'être bourré, justement? Si, je leur dis, vous pouvez être bourré sans vous mettre en danger. Ou en vous mettant moins en danger. En fait, t'amuser, être ivre, mais sans danger. Être ivre, mais pas être inconsciente. En fait, tu fais de la prévention. Oui. En fait, je n'interdis pas, parce que de toute façon, ça n'aurait aucun sens d'interdire. Donc voilà, je dis ça. Et je dis, si vous voyez quelqu'un qui perd conscience, vous m'appelez. Réduction des risques. En fait, tu fais ça, tu fais ce que l'État fait. Du damage control. Réduction des risques. Je ne peux pas interdire la boisson à cet âge-là. C'est impossible, en fait. Il faut qu'ils décident eux-mêmes. Moi, ce que j'espère pour eux, c'est qu'ils conservent suffisamment de lucidité pour voir comment les gens qui perdent le contrôle se comportent et qui voient à quel point c'est pas cool. Ça a l'air de fonctionner, mais encore une fois, je ne demande pas un compte-rendu détaillé. En revanche, évidemment, je vois quand mes enfants sont bourrés et c'est tellement marrant. Enfin, c'est marrant parce qu'ils pensent que je ne vois pas et donc comme je vois, je dis ça va, la soirée était bien. Ah, écoute, c'était une super soirée. Ils sont géniaux, ces gosses. Ils pensent vraiment qu'on ne voit pas. Ils espèrent, ils espèrent. Donc, moi, j'ai vraiment cru ça, qu'ils ne voyaient pas mes parents. Oui, écoute. Il y a un truc que je voulais faire un spectacle ou un truc, je voulais l'appeler trouble de l'intention. Ouais. Parce que je trouve que c'est la maladie du siècle pour moi. Il y a vraiment un truc, justement, je trouve que quand on est bourré, en fait, il y a cette intention-là. Ça dépend comment tu veux boire, en fait. Quelle est ton intention quand tu bois? Est-ce que c'est de te défoncer la gueule? Est-ce que c'est d'oublier tes malheurs? Ou est-ce que c'est juste de... Enfin, tu vois, il y a ce truc-là, je trouve intéressant aussi de regarder les intentions. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, c'est une question nulle puisqu'elle ne nécessite aucune réponse. Attends, tu veux juste pour parler de mon jeu de mots nul? Non, il est bien ton jeu de mots et il est juste. Je pense que l'intention dans les addictions, elle est de toute façon de s'abstraire de soi. C'est un truc que je dis dans le spectacle. Je dis c'est pas facile d'être soi, mais pour argumenter la vulnérabilité, je dis donc si en plus il faut se cacher. Tu vois, et l'addiction pour moi c'est une façon de se cacher de soi-même. Et parfois, je peux pas dire le contraire. Évidemment que des fois, ça fait du bien de se cacher de soi-même. Le problème, c'est que tu n'avances pas. Parce qu'à un moment, tu dois te trouver. À un moment, tu dois te parler. À un moment, tu dois te regarder en face. Et c'est ça qui va te rendre heureux ou heureuse à terme. Alors, je vais t'inviter, moi aussi, voir mon spectacle. C'est exactement le sujet. Parce que j'ai une phrase aussi qui dit c'est difficile d'être soi, mais c'est encore plus difficile d'être quelqu'un d'autre. Absolument. Mais pour être quelqu'un d'autre, il suffit de ne pas être soi. Donc c'est vraiment très facile. Mais avec l'alcool, on sort de soi. On sort de soi. Maintenant, la question c'est est-ce que... Et puis il y a un âge aussi pour se rencontrer. Donc c'est vrai que c'est très difficile de dire aux jeunes ce genre de choses. Je veux dire, nous, on a envie de se rencontrer aujourd'hui. Je crois qu'on a passé trop de temps à ne pas s'aimer, à se juger. À se conformer. Je pense que tant qu'on n'est pas sorti de ce truc narcissique, de reconnaissance, en fait, je crois que tant qu'on n'a pas fait un peu le tour de sa construction narcissique, c'est-à-dire fait tout ce qu'on pensait qui était bien, pris un coup dans la gueule et du coup regarder ce modèle-là de loin en se disant alors en fait pourquoi je me suis construite autour de ce truc-là déjà? C'est fou. Tu vois, reposer ce truc-là et ça, en fait c'est le temps de l'expérience. Et tu peux pas dire à quelqu'un de 20 ans, tu peux pas demander à quelqu'un de 20 ans d'analyser sa construction narcissique en direct. Enfin, c'est impossible en fait. C'est tout. En fait, on porte des masques pendant des années et je trouve que... On était persuadés que c'est nous. Voilà. En fait, c'est ce que j'allais te dire. Bravo, tu as été plus vite que moi. Ça va trop vite chez elle. Pardon. C'est vraiment... Non, mais c'est ça. Le problème n'est pas qu'on porte des masques parce que tout le monde le fait, mais c'est qu'on s'identifie aux masques que l'on porte. Donc, il y a ce truc-là. À un moment donné, on y croit. Et c'est là que ça devient un peu dangereux quand même et triste aussi. Ton spectacle, il s'appelle... Oui, je sais. C'est ce spectacle où tu as une robe qui change de couleur. C'est ça. C'est génial cette idée. En fait, elle est blanche. En fait, elle est blanche. Ouais. En fait, c'est un drap blanc. Et en fait, les lumières, chaque tableau... Exactement. En fait, on a décidé avec Théo Martin, qui s'est occupé de la scénographie, qui a fait toutes les photos du spectacle et de la communication. On voulait faire pareil, on voulait mettre en scène ce qu'il avait fait en photo. Et je lui dis, moi, ça m'intéresserait d'être le décor. C'est-à-dire, je veux être l'interprète, mais je veux en même temps être le décor. Comment on peut faire ça? Et donc, on est parti sur cette idée de tissu blanc, en fait, qui est éclairé en permanence. Et oui, en fait, tu as intégré dans le décor. Ouais. C'est magnifique. Mais ça donne envie. Et tu vas terminer ce spectacle en décembre ou après tu continues? On verra, ça dépend. S'il y a un monde fou, si les gens me jettent leurs sous-vêtements pour que je reste... Tu as envie de continuer ou tu as envie de passer à autre chose? Ah non, moi j'ai envie de continuer. Tu veux continuer.
Non. Eh ben, Moi, mes allez, spectacles, je les continue 3-4 ans à peu près. Si ça marche bien, ouais. Excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.